Salut tout le monde, merci d'être avec nous pour un nouveau numéro de PLB Club, votre rendez-vous habituel sur le foot anglais et le foot allemand. Comme tous les mercredis, on va parler de ces deux championnats. On va parler bien entendu aussi des Belges dans ces championnats et on va préfacer les affiches du week-end prochain. Salut Ben. Salut Phil, salut tout le monde. Salut Jean-François. Salut Philippe. Merci d'être avec nous. Merci aussi à vous d'être avec nous pour cette émission. On va commencer très vite avec notre chapitre anglais. Pas de première ligue ce week-end, c'était un week-end réservé à la FA Cup. Il n'y a pas eu de grosses surprises, mais quand même un résultat à souligner, c'est que Aston Villa a été éliminé à domicile par Newcastle. Bravo les Magpies. Oui. Oui, c'est un grand bravo, d'autant qu'ils avaient été surpris par cette équipe de Villa en championnat. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Et à domicile. Ça va leur faire du bien. Je ne trouve pas que ce soit une surprise, surprise. mais c'était un des matchs attendus à ce niveau-là de la compétition en FA Cup. Et donc, voilà, c'est d'autant plus intéressant de regarder ce qui va se passer par la suite. Ouais. 2 buts de Tonali aussi, Ouais. Ça c'est important, on en reparlera dans un petit instant, mais tu as raison de souligner la suite de ces affrontements entre Newcastle et City, puisque il y a un match ce week-end qui les attend, City face à Newcastle, et puis aussi, hasard du calendrier et du tirage au sort, prochain tour de la FA Cup, ce seront les 8e de finale, et de nouveau Newcastle et City vont se retrouver, ce sera à St. James's Park le 7 mars, ça veut dire que ce sera la 5e fois de la saison qu'ils vont jouer l'un contre l'autre. Il y a des équipes qui ne se quittent jamais et comme on en parlera tout à l'heure, on verra que voilà, en termes de résultats, c'est plutôt les Citizens qui ont la main. Largement. On verra ça dans un instant. Parce que l'actualité en Angleterre, c'est aussi évidemment les entraîneurs virés. La semaine dernière, il y a encore eu 2 entraîneurs virés. Thomas Frank de Tottenham et Sean Dyche de Nottingham Forest. Benoît, ça fait 8 entraîneurs virés. C'est pas le record, mais c'est quand même beaucoup. Non, il en faut encore 6 pour que le record ne soit égalé et ne tombe peut-être après. Mais il faut quand même dire qu'on le voit ici, Nottingham Forest a consommé plus de 30% de ses managers virés. C'est incroyable ce que Marinakis est capable de faire. Exactement, on en reparlera aussi dans une affiche un petit peu plus loin. Toute petite réflexion par rapport à ça. Les 2 équipes sont en tête de la première ligue. C'est 2 équipes qui ont des entraîneurs depuis longtemps. Et Arteta. Des Espagnols. Oui, des Espagnols. Mais enfin, je ne pense pas que c'est parce qu'ils sont Espagnols. C'est surtout parce qu'on leur a fait confiance envers et contre tous. Souvenez-vous du parcours d'Arteta avec Arsenal. On aurait pu de nombreuses fois déjà le remercier. Et les difficultés l'année dernière aussi pour Guardiola, qu'on a gardé malgré tout aussi du côté de City. Et parce qu'on parle des entraîneurs, parce que Ben m'en a parlé tout à l'heure, je voudrais quand même souligner, il y a un entraîneur belge qui qui fait un travail remarquable depuis qu'il est arrivé. C'est bien sûr Philippe Clément à la tête de Norwich. Il a déjà battu le leader de Championship, Coventry, le Coventry de Lampard. Il est qualifié pour les 8e de finale face à Leeds. Il est adoubé à Carrow Road. C'est vrai, en plus c'est quelqu'un de chouette, de sympa au niveau du contact. Ouais. Donc on le salue et on le félicite. On passe aux affiches du week-end prochain avec donc un nouveau duel entre Manchester City et Newcastle. Ce sera samedi à 21h à l'Etihad. Et pour parler de cette affiche, Pascal est avec nous. Pascal Van den Brul, grand supporter de City. On a déjà invité des supporters de Liverpool, de Manchester United. C'est l'heure de City. Comment vas-tu, Pascal ? Très bien, merci. Merci de m'avoir invité à votre émission. Tu es en Thaïlande en vacances, je pense. Hein ? C'est ça ? Oui, je suis sur une île à Koh Samui. Bon, tu as beaucoup de chance. Et alors, tu m'as dit que tu regardais quand même les matchs de City là-bas, sur une grande télé dans un bar. C'est vrai ça ? Oui, tout à fait, mais bon, pas tous les matchs, parce que les matchs du soir, ils passent à 3h du matin, ça c'est pas possible, évidemment. Mais les matchs de l'après-midi, oui. Okay. Oui. Et puis tu as aussi un grand supporter du RWDM, tu es un Brussels Boy. Oui. Là, c'est plus difficile, évidemment, de voir les matchs là-bas, mais en un mot, rapidement, pourquoi City et pourquoi le RWDM ? Ben, le RWDM, c'est parce que, bon, cette famille, papa allait déjà au Racing White, donc on a suivi, parce que, bon, autrement, on ne recevait rien à manger à midi. Et puis City, c'est venu après un match Wolves City en 74 où j'ai découvert Colin Bell. Et bien, puis quelques années après, Brian Keat, et ça continuait. Et puis, bon, j'ai été
D'ailleurs, mon premier match que j'ai vu à l'Etihad, c'était Newcastle contre Newcastle, et c'était 6-1 avec 5 buts de Aguero. Ah ben voilà. Non, Jean-François. j'ai une petite question pour lui. Il a emmené ses 2 maillots. Il a pris celui du RWDM aussi ou pas? Aussi. Voilà, oui, ok, oui, d'accord, oui. ok, ça Mais va. je dois me ok. lever. Je dois me lever pour le montrer, donc je ne vais pas le faire. Allez, c'est sympa que tu sois là. En tout cas, on parle de cette affiche entre les Citizens et les Magpies. Avec une question, et je me tourne immédiatement vers toi d'ailleurs Pascal, étant donné les résultats d'Arsenal qui ne sont pas exceptionnels ces derniers temps, étant donné qu'on sent quand même City à bloc, est-ce que tu te dis toi que l'heure du comeback pour City a sonné dans ce championnat? Elle a sonné. Oui. Elle a sonné, vu Allez. que The Wall, Ruben Diaz est de retour, qu'on a un nouveau défenseur central qui nous vient de Crystal Palace, Gueye. Je pense qu'elle a sonné. Je regarde les matchs. J'ai vu le match contre Liverpool. On les a dominés. Donc je pense que les 4 petits points qui nous séparent vont être absorbés. Et d'ailleurs, il y a le gros match le 18 avril ou le week-end du 18 avril contre Arsenal, et ce sera à la maison. Donc on a encore toutes nos chances. Et tu seras peut-être là-bas aussi, ou pas? Je n'aurai pas de ticket à mon avis. Parce que les tickets se font très très rares. Ouais. Et bon, on espère avec la nouvelle tribune qu'on va avoir bientôt qu'on aura un peu plus de tickets. Parce que bon, nous on passe par le club Blue Moon, supporters club de Belgique, de City. Et bon, les tickets sont très rares. Jean-François, tu n'étais pas tout à fait d'accord avec par rapport au ressenti? De quoi? Par rapport au fait que City allait revenir? Ouais. Ah non, pas du tout. J'étais d'autant je plus. pensais que Non, t'allais- non. Ce que je trouve incroyable, c'est que Mourinho pense comme Pascal. Ah, En fait, moi j'ai quand même un doute pour Arsenal aussi. Non, mais c'est parce que j'ai entendu une interview de Mourinho il n'y a pas longtemps qui soulignait que lui pensait que City allait revenir parce que 4 points en championnat d'Angleterre, c'est pas beaucoup. Non. Ils vont les recevoir et il avait le sentiment aussi que City remaîtrisait à nouveau son sujet. Ouais. Et donc, voilà. Bon, après, je ne sais verra. pas s'ils ont raison tous les deux, mais en tout cas, ils se rejoignent là-dessus. Pascal, Mourinho, même combat. On va regarder ensemble. Vas-y. J'ai fait qu'entraîneur de l'absent, moi. Attention, il y a des bons là-bas. Attention, il y a des bons. On va regarder les antécédents entre ces deux équipes quand même, parce que c'est pas fameux pour les Magpies. La dernière victoire de Newcastle à City, les amis, date du 30 septembre 2000. 22 matchs sans gagner à City pour Newcastle. 0-1 et but de qui? Allez. Philippe Albert? Mais non. J'en sais rien. Moi, vous regardez. Alan Shearer. Oui. Non, Philippe était déjà parti. Ah, ok, d'accord. Non, mais je sais pas. Voilà, je me dis. Et puis, toute compétition confondue, Newcastle, c'est une victoire en 18 matchs. C'était lors du match aller, avec cette victoire 2-1 le 22 novembre dernier. 2 buts de Barnes, 1 but de Diaz. Pascal, tu t'en souviens, j'imagine? Ouais. Triste journée. Effectivement. Mais bon. Ça arrive de temps en temps. Allô? Mais ce qui est intéressant aussi... j'ai pas entendu. Non, je dis ça arrive de temps en temps. Mais ce qui est intéressant à observer, c'est surtout le classement. Après cette journée où Manchester City a été battu à Newcastle, le classement sur les 14 dernières journées depuis cette défaite, mais City a le meilleur bilan quand même, devant Aston Villa et Arsenal. Ouais. C'est intéressant quand même ça. Et un but encaissé par les Citizens à domicile sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Pascal disait qu'on est peut-être entré dans l'heure du retour de Man City, mais en fait c'est l'heure de City, c'est la période de City chaque année, c'est la période durant laquelle City se monte très régulièrement intraitable. Je vois pas comment Newcastle peut aller rivaliser, franchement, en ce moment avec les Citizens. Bah, on verra. Mais c'est vrai que ce sera intéressant. Une défaite seulement pour City dans cette période, c'était dans le derby, donc à Manchester United. D'autant que Newcastle se déplace à Karabakh. Ouais. Karabakh, c'est un long déplacement et c'est un déplacement un peu compliqué. Bakou, c'est pas à côté. C'est un bon tirage, mais c'est un voyage et donc, compliqué. Ça pourrait éventuellement, dans le match de ce week-end, être un élément qui pourrait faire que voilà, il y a un peu de fatigue. Sûrement. C'est pas tellement le match qui fatigue, c'est le voyage qui fatigue. D'autant que du côté de Newcastle, il y a pas mal de blessés aussi. Il y a pas mal de blessés. On reviendra sur... Même si ça va mieux.
Ça va un peu mieux, c'est vrai. On va revenir sur Newcastle dans un instant, mais pour en revenir à City, City a gagné donc 2-0 en FA Cup contre Salford le week-end dernier. Ça n'a pas été un grand match. Guardiola l'a reconnu immédiatement. Comment envisage-t-il l'avenir, les prochaines semaines, Pep Guardiola? On l'écoute. When you arrive in the last 3 months and a half, the end of the season, we've been in competitions, every game is a final. To live that we lose a game is out, no chance. Final is not Carabao Cup, just Arsenal, there's every single game is a final, so we have to live. Because now, it's already in March, the sky will be more blue, the weather will be better, and everything will be, our mood will be. In that moment, it's important to be there, and the team will be ready. I know that, guys, and I know that we'll do it well. The manager, the first, needs a break. Why we don't go home, all of us, right? James, you will need a break too, right? You cannot imagine. And you and me. You know it's not true. Ciao, guys. Don't miss me so much, huh? C'est toujours le second degré, l'humour de Pep Guardiola. Ouais, on sent que les beaux jours reviennent et la bonne humeur de Pep aussi. Ouais. Ouais, c'est pas aller vite, hein. Mais bon, oui, très changeant. C'est sûr que c'est le moment clé de la saison. Voilà, on y est. Oui, c'est ce on qu'on est vraiment annonce dans depuis cette le début période. de la saison. On dit que ça se passera au mois de février-mars. On y est. On y est. Pascal, ton avis sur Guardiola, globalement, sur son travail, sa personnalité, le personnage qu'il est, en fait? Ben, ça fait 10 ans qu'il est là, hein, donc ça fait un bail pour un entraîneur d'un club. Et puis bon, ben, moi je pense qu'il va rester jusqu'à la fin de son contrat, sauf évidemment s'il gagne cette année la Champions League et le championnat. Là, il risque de partir, je pense. Ah, tu veux dire qu'il partirait vraiment sur une belle... Il veut absolument terminer sur une saison vraiment réussie. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est son caractère. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec Pascal, moi. Je pense que si cette année il parvient à gagner quelque chose, ça pourrait être le bon moment pour lui pour dire je m'en vais comme un prince. Ouais. Et alors, on parle beaucoup, évidemment, de compagnie pour lui succéder. Tu en penses quoi, toi, le supporter du RWDM, d'une arrivée de l'icône d'Anderlecht à City? Oui, mais bon, quand Company jouait à City, on avait tous son maillot, donc on s'est pas arrêté à cela. Hein, donc, bon, par contre, Company, bon, il le fait au Bayern. Il faudra regarder les résultats en Champions League, parce que s'il continue, ben, le Bayern, ils vont pas le laisser partir. Hein, ça, c'est clair. Non, c'est vrai. Là. C'est extraordinaire quand même ce qu'il fait. Enfin, d'avoir le choix entre le Bayern ou Manchester City pour un entraîneur belge, c'est unique. Ça. Alors jusque-là, ok. Jusque-là, c'est dans la presse. Reste à voir si c'est une union qui peut se faire maintenant. Moi, je suis assez d'accord. Le Bayern a quand même des arguments aujourd'hui pour dire à Vincent, reste encore un peu chez nous. Et je ne suis pas sûr que ce soit un bon choix de succéder directement à Pep Guardiola. Voilà. Il y a des exemples. Hein. Il y a des exemples. Ferguson et compagnie. Après, c'est parfois effectivement... compliqué. Bon, pour en revenir à cette saison-ci, lors de la dernière journée, City est donc revenu à 4 points, vu que Arsenal a partagé à Brentford. City reçoit donc Arsenal le 18 avril, comme Pascal l'a dit. On a voulu voir ce qu'Arsenal avait fait comme résultat la saison passée, durant la même période, c'est-à-dire, grosso modo, entre mi-février et mi-avril, entre la 26e et la 32e journée, on constate que là, il y a quand même eu un fameux creux à cette période-là, qui est celle dans laquelle nous entrons. Le fameux creux des Gunners. Oui, après, l'équipe d'Arsenal de cette année n'est pas la même que je pense que les saisons précédentes. Ils sont beaucoup mieux armés, il y a une profondeur de noyau, il y a eu un travail considérable d'Arteta et de son staff. Mais j'ai quand même toujours cette petite appréhension concernant Arsenal. Ils avaient 63 points en 2023 après 26 journées, 58 points en 2024 après 26 journées. Cette année, combien de points? 57. Est-ce que ça suffira? Opta, qui est l'entreprise de statistiques, dit que Arsenal devrait normalement obtenir 83 points.
Man City en fin de saison 81. Ça se jouera à des détails. Ça ne va pas se jouer à grand-chose, effectivement. C'est pourquoi cette fin de saison s'annonce quand même palpitante. Encore un mot sur City. On s'est interrogé quand même sur, je vais dire, l'un des joueurs sans doute les plus talentueux. Il y a beaucoup de joueurs talentueux du côté de City, mais l'un des plus talentueux, c'est Phil Foden. Il a connu une période quand même très, très intéressante. Et puis là, regardez, depuis le 17 décembre, il n'a plus de stats. Qu'est-ce qui Il se avait passe pris le avec 17 Foden? décembre, pourquoi? Parce que c'était son dernier but. Parce que c'est le 14 décembre, non? C'est pas contre Crystal Palace? 0-3? C'est possible, Jean-François. Je pense. Moi, j'ai mis 17. Mais il était, je sais en plus tout, exactement. En tout cas, c'est vraiment le moment où il y a la Noël, cassure. ouais. Peut-être moi qui n'ai pas mis mes lunettes au moment où j'ai lu le truc, hein, mais enfin, Mais soit. mi-décembre, allez, Mi-décembre, avant, il a vraiment de bonnes stats, et puis après, plus rien. C'est ça qui est un peu étonnant. Ouais. Mais est-ce qu'il y a pas trop de talent là devant du côté de City, et trop de talent étouffe le talent? Est-ce ouais, que ouais, l'arrivée de Semenyo, Semenyo tout n'émaille ça. pas une confiance peut-être déjà un peu égratignée chez lui? 17 matchs quand même. Bah oui. 17 matchs, c'est incroyable quand C'est même pour un joueur de alors, son... qui joue, alors pas tout le temps, Non, 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 pas non, bien 100% de temps de jeu, mais il joue. Je rejoins Benoît un petit peu. À un moment donné, est-ce que trop de talent ne finit pas par, à un moment donné, faire que chaque joueur ne s'exprime plus totalement? Enfin, je sais pas. J'ai parfois du mal à me situer par rapport à ça, parce qu'évidemment qu'il faut les mettre en concurrence, ça c'est sûr. Mais en même temps, Ben, comme Guardiola, son contrat se finira la saison prochaine à Phil Foden. Est-ce qu'il espère que Man City gagne la Ligue des Champions pour voir Guardiola partir et à nouveau s'épanouir? Peut-être, j'en sais rien. Ou à 25 ans, est-ce qu'il est peut-être temps pour lui d'aller voir ailleurs? Il a connu que Man City dans sa Oui, vie. enfin, c'est difficile de connaître mieux. Non, on sait que c'est un talent. Il l'a déjà prouvé cette saison. Maintenant, c'est la question que toute l'Angleterre se pose. Dans cette forme-ci, est-il possible que Tuchel le prenne pour la Coupe du Monde, hein? Ah, Oui. même Rooney je comprends. l'a dit dans le débat Oui. public. Hein. il faut être performant en club, hein, Ouais, Philippe. ouais. Il y a beaucoup, Oui, beaucoup de bons joueurs oui. actuellement. Et je dirais Il y a- même mais que oui. pour aller chercher ce fameux titre, si tant est qu'ils en sont capables cette année, ça passera aussi par des joueurs comme Phil Foden. Ouais. Donc là, il faut qu'ils se réveillent un petit peu quand même. Effectivement, Pascal, tu m'as dit, alors ça c'est amusant, tu m'as dit, je ne sais pas si c'est vrai, peut-être que tu as dit oui, c'est vrai que tu adorais Phil Foden parce qu'il porte le numéro 47 et que le 47, eh bien, c'est le matricule du RWDM. C'était le matricule du grand RWDM, le RWDM historique. C'est pour ça que tu aimes bien Foden. Entre autres. Évidemment. Entre autres, non, je l'aime bien en tant que joueur aussi, mais le problème, c'est que chaque année, il a son creux, quoi, et c'est de nouveau le cas cette année, alors qu'on le pensait bien parti avec cette première partie de championnat, et là, il a de nouveau un creux. Bon, maintenant, la concurrence est rude, hein. Il y a Cherki qui peut jouer à cette place-là, il y a l'arrivée de Semenyo. Donc, il faut prester toutes les semaines à City pour être dans le 11, quoi. C'est vrai, beaucoup de concurrence. Alors l'équipe nationale, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de concurrence avec Cole Palmer, Bellingham, Rodgers. Ouais. Donc là, effectivement. Mais bon, on verra. Ce serait quand même un luxe de se priver d'un joueur pareil. Mais tu as raison, il faut prester dans les clubs avant. Hein. Oui, mais la dernière grande compétition, souvenez-vous qu'il ne joue pas beaucoup. Non. Pas beaucoup. Un peu irrégulier, notre ami Phil Foden. On parle de Newcastle maintenant, qui a donc gagné à Aston Villa en FA Cup. Beau résultat. Sinon, en Première Ligue, c'est quand même une saison décevante. 10e à 9 points du top 4, qui au départ est quand même l'objectif. On va voir les résultats de Newcastle sur les 5 dernières journées. 4 points sur 15. Les amis, c'est peu. Hein, ça, c'est très peu pour un club comme Newcastle. Mais bon, il y a quand même une victoire à Tottenham récemment. Ouais, il y a une victoire à Tottenham. Après, c'est pas suffisant pour un club, même si à l'arrivée des Dio, il y avait 10 ans de projet, etc. Ils ne peuvent pas dépenser toujours ce qu'ils veulent parce que vous connaissez les règles en Angleterre. Donc l'argent, il est sans doute là, mais en même temps, on ne peut pas l'investir comme on veut. Mais il n'empêche quand même que sur la continuité, cette équipe a quand même beaucoup de mal à se trouver de la stabilité dans le temps. On parle de 10 ans de projet. Mais pourquoi, sur un projet de 10 ans, vous changez 4 fois de directeur de football? C'est quand même le manager sportif avec lequel Edio est censé travailler main dans la main. Peut-être qu'on ne peut pas changer 4 fois d'entraîneur. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que Edio, lui, il reste.
Ouais, je pense qu'il a fait ses preuves aussi. Bon, après, il y a quand même cette victoire à Tottenham, il y a la victoire en FA Cup à Aston Villa, il y a eu un partage aussi au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, et en Ligue des Champions, il joue donc, comme tu l'as dit, face à Karabakh, qui sont toujours dans le coup. On s'est demandé s'il était menacé ou pas, Eddie Howe, à un moment donné. Je pense qu'avec les deux derniers résultats, en principe... On est d'accord. Je Voilà. pense aussi. Et vous allez voir que celui qui est sans doute le meilleur joueur de l'histoire de Newcastle est d'accord avec vous, Alan Shearer. Eddie Howe gave me the best day of my life as a Newcastle United fan. So, yes, at times you can criticise, that's fine, but also what he's done for Newcastle and for his experience and all of the things. No, he was never ever under any pressure for me for losing his job. We need to keep hold of him for what he's done and what he can do, and going forward at Newcastle United. If he was under any pressure, then the players have answered. Yeah. Their away form has been really poor this season, but 2 away games, Tottenham and today, that tells you what they think of the manager if he was under pressure. Voilà. Si lui le dit, il connaît bien le club, hein. Je suis assez d'accord. C'est assez logique ce qu'il dit et ce que tu dis. Voilà. Après, c'est totalement cohérent comme discours, et en même temps, est-ce que vu les moyens, le club, les supporters ne peuvent pas espérer quand même à un moment donné un peu mieux? Sûrement. Ouais, mais il y a tous ces blessés aussi en contrepartie, et je pense que c'est ça qui atténue un peu la pression sur ses épaules. J'ai pas l'impression que Eddie Howe soit lâché par ses joueurs et son groupe, hein, comme il le dit. Oui, mais c'est révélateur aussi et intéressant Absolument. comme argument. Bon, un mot sur un joueur dont on ne parle pas beaucoup. Il a marqué donc ses 2 premiers buts cette saison. C'était en FA Cup ce week-end face à Aston Villa. C'est Sandro Tonali, qui a un parcours un peu particulier. Lorsqu'il est arrivé, il y a eu cette fameuse suspension. Mais regardons d'abord ses stats qui sont quand même intéressantes. Il est précieux quand même dans l'entrejeu, incontournable en fait. Hein. Mais vous dites justement, on n'en parle pas beaucoup parce qu'il n'a pas ces stats dont la presse notamment aime bien parler. C'est assist, but. Il marque pas beaucoup, il donne pas beaucoup d'assists. On a dit que c'était le futur Pirlo, à juste titre, hein, parce que quand vous voyez la qualité de sa passe, son pied droit, c'est bluffant. Il arrive à trouver il ressemble même un peu. Et il y a même une physique. ressemblance physique. Mais quand Tonali joue et qu'il porte le ballon, tout le monde, tous ses équipiers ont envie de le suivre. C'est ça que je trouve magistral chez lui. Bon, déjà, quand on en a parlé pour de mauvaises raisons. Souvenez-vous quand même qu'il a été trempé dans un gros scandale. 10 mois de suspension pour les paris. Hein, exactement, première chose. Deuxième chose, 26 matchs cette saison, 2 championnats, je parle, 0 but, 1 assist seulement. Donc dans les chiffres, ça confirme ce que Ben disait il y a un instant. Et puis il y a ce doublé contre Villa. Moi, je signale simplement que la victoire contre Tottenham, la précédente, il n'était pas dans l'équipe. Hein. Il n'était pas titulaire. Donc, super joueur, pièce maîtresse dans le dispositif. Il n'empêche que Eddie Howe prend aussi parfois des décisions radicales, puisque la dynamique n'était pas bonne. Il a décidé à un moment donné de changer. Il a remis Bruno Guimaraes dans un rôle plus central. Et Tonali a été écarté contre Tottenham lors de la victoire 1-2. Oui, maintenant, il a profité aussi, Tonali, et il a fait de bons matchs de la blessure de Guimaraes, de la blessure de Joelinton, mais lui, il n'est pas blessé aussi, donc c'est quelqu'un, quand il ne parie pas, il est disponible. Il s'embête moins en Angleterre, visiblement. Il a trouvé des activités, parce qu'il avait dit que c'était pour ça, notamment, qu'il est tombé dans ce liste du Paris. Et puis, on parle de lui au niveau d'un transfert aussi. Oui, il intéresse beaucoup d'équipes en Italie. Donc, est-ce qu'il restera encore dans ce projet-là ? C'est une grande question. Moi, j'ai vu que Arsenal, on parlait de lui à Arsenal aussi, mais Arsenal... ils ont subi Mendy, c'est bon. Hein. Dans le métro. C'est pas... Arsenal, ils ont un peu la citite aiguë, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont aussi accumuler les transferts. Et Pascal, pourquoi pas un Tonali du côté de Man City? Voilà, Pascal. Pascal, il prend tout, hein. Ouais. Mais ils peuvent toujours le louer à Molenbeek après. Hein, ah ben oui. Oh là là, pardon. Excusez-moi. Le RWDM, oui, c'est un peu plus compliqué pour le RWDM aussi. Un peu. Et ce titre, parce qu'on va te quitter bientôt, Pascal, ce titre qui a échappé, cette montée qui a échappé, tu l'as toujours en travers la gorge, je pense, non? Oui, on s'est fait voler. Dans les 2 stats à Wargate, et puis le but de la Louis, il doit être annulé aussi, parce que
pousse carrément dans le dos de l'autre. Donc, et sur ça, il y a le but. Le but de Warwick Vossen, il pousse notre défenseur. Donc, ouais. C'est 2 injustices en quelques minutes et ça nous a privés de la montée, quoi. Voilà, en plus pas de titre pour City la saison dernière, c'était pas la bonne saison. Merci beaucoup Pascal, merci, on te souhaite vraiment de bonnes vacances et on croise les doigts pour toi, pour City et le RWDM qui te tiennent tous les deux tellement à cœur. À bientôt Pascal. Ciao, c'était sympa. Oui, merci à vous. Merci beaucoup. Allez, on passe à notre deuxième affiche. Tottenham-Arsenal, ce sera dimanche à 17h30. On en a déjà un petit peu parlé d'Arsenal. C'est le derby du nord de Londres, évidemment. On rappelle que c'est le derby le plus chaud à Londres. C'est Serge Rademacher qui sera sur place. Tottenham, 16e, a viré son entraîneur Thomas Frank, remplacé par Tudor. Et la question évidente, est-ce que ce sera le réveil de Tottenham avec Tudor? Je suis très content de la question. Très constant. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Est-ce qu'on explique ou bien est-ce que c'est la meilleure question de l'émission de la saison? Bon, honnêtement, c'est un très bon choix de la part de Tottenham parce que Tudor reste en moyenne 6 mois dans un club depuis le début de sa carrière d'entraîneur. Après, il y a beaucoup de questions, mais il y a aussi un aspect financier là-dedans. Mais donc, tu veux dire que c'est juste pour réveiller l'équipe ponctuellement? Oui, parce que Tudor est réputé. On continue dans la même dynamique. Mais c'est vrai, parce qu'en plus, c'est un coach qui amène beaucoup d'agressivité dans un premier temps aux équipes qu'il entraîne. Bon, après, amener beaucoup d'agressivité quand vous avez un Cristiano Romero dans votre équipe, je ne sais pas si c'est nécessaire. Mais... Honnêtement, je sais pas. C'est un choix bizarre. Je ne comprends pas ce choix. Personne. Si je regarde les 3 derniers clubs où il est passé, il est chaque fois resté tellement peu. Et puis 2 fois, il s'en va, il démissionne, et puis une fois, il est viré. Et Lazio, Juve et l'OM. 3 fois, ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas trop quoi penser, parce qu'on a l'impression... En fait, j'ai l'impression qu'ils ont fait un peu dans la panique. Ils se sont dit, ils ont regardé la position au classement, parce que clairement, il faut qu'ils regardent derrière eux. La relégation, elle est pas loin. Évidemment. Et donc, ils ont réagi comme un club qui devait se sauver et prendre un entraîneur qui a une opération sauvetage. J'ai l'impression que c'est ça. C'est ça. Écoute, allez, il n'est pas vieux, il a 47 ans. Bon, l'entraîneur, c'est pas vieux. C'est le 6e pays dans lequel il va entraîner et c'est déjà son 10e club. C'est quand même un parcours étonnant. Soit, en tout cas, il succède à Thomas Frank, qui était sur la sellette, évidemment, depuis quelques semaines, viré la semaine dernière après la défaite contre Newcastle. Écoutez ce petit morceau d'interview juste après le match. Will you still be in charge for the Arsenal game, do you think? Yeah, I'm convinced I will be. We all, and I think I understand the question. I understand it's easy to point on me, but I also think it's never only the head coach, or the ownership, or the directors, or the players, or the staff. It's everyone. If you do something right, you will build something that can last. Of course, we are not in a top position now. Everyone knows, directors, ownership, myself, what position we are in and what we need to improve and what we need to do better, and that's what we're working very hard on. But they can hear the boos, they can hear the reaction of the crowd as well. I guess so, yeah. Do you feel like your players are giving you everything at the moment? Yeah, if you see them out there, I think they're running very, very hard. I think it's tough for them. It is tough. Hey, football and life is tough at times. It's just the way it is. And when you have things going against you, you need to show resilience. You need to show your true color. And we are definitely tested to show that. C'est toujours un peu cruel. Hein. Moi, j'ai pas l'habitude de m'apitoyer sur les entraîneurs de football parce qu'il y a des gens qui sont quand même parfois moins bien lotis, évidemment, qu'eux. Mais ça fait quand même un peu mal au cœur, quand même, quand on... Non ? Ouais, je sais pas, ouais. Ça fait mal au cœur, ça fait mal au portefeuille. Tottenham a déboursé 7 millions pour le débaucher à Brentford. Et là, il y a 8 millions d'indemnités, 15 millions, tout ça pour 8 mois et qui partent en fumée comme ça. Ils ont 29 points après 26 matchs. Hein. Écoutez bien, la saison passée, avec Postecoglou, ils avaient à ce moment-ci
33 points après 26 matchs. Ça veut dire qu'ils ont 4 points de moins qu'avec Postecoglou. Hein. Ouais, mais le problème est ailleurs que chez les entraîneurs, Ça, c'est franchement. Et quand je vois, parce que j'ai vu une vidéo avec lui après, et je le trouve très fatigué sur Sur cette image. Oui. l'interview et tiré. Moi, je pense que c'est un gars qui a vraiment essayé de faire le maximum pour ramener ce club, je dirais, dans une meilleure position. Mais je le voyais quitter. En fait, il y avait une vidéo qui circulait où il quitte en fait le stade après, voilà, et des supporters qui s'acharnent sur lui. C'est cruel, le monde du foot est cruel, C'est Jean-François. franchement pénible. c'est pénible à C'est voir. pénible. Et je trouve que quoi qu'il arrive, c'est pas Il a fait ce mérité qu'il a dans pu. son chef Voilà. ici. Mais je trouve que ça reste un bon entraîneur. Avec beaucoup de blessés aussi, on est d'accord là-dessus. Et puis, il faut quand même dire aussi qu'il y a un problème structurel. On en a déjà beaucoup parlé du côté de Tottenham dans cette émission. C'est l'instabilité vraiment dans ce club. Regardez la liste des entraîneurs qui se sont succédés à la tête de Tottenham depuis le départ de Maurizio Pochettino, c'est-à-dire depuis novembre 2019. Je le disais la semaine dernière, il y en a qui se sont enfuis. Hein. Antonio Conte, il s'est enfui. Même si Messon et sont des intérims. Stellini, c'est des intérims. Mais oui, vous avez raison. Mourinho qui est en échec, Conte qui est en échec, Postecoglou, bon, c'est un cas à part. Voilà. Et Tudor, point d'interrogation, encore une fois, je ne suis pas du tout convaincu que ce soit un choix. Alors oui, pour le court terme, peut-être, Ouais, je pense que c'est- les 6 premiers mois. Ouais, Je peut-être. rejoins Ben, mais sinon... On verra. Je rappelle que cette équipe joue contre Arsenal, autant pour moi. Arsenal qui joue, c'est ça que je voulais dire, ce mercredi à Wolverhampton, c'est ça que je voulais rappeler, match de la 31e journée avancée parce que lors de la 31e journée, ce sera la finale de la Coupe de la Ligue à laquelle participera Arsenal. Arsenal est toujours en tête avec 4 points d'avance sur City. Bilan sur les 6 derniers matchs, pas exceptionnel. On va voir le bilan d'Arsenal sur les 6 derniers matchs. Ça veut dire avant le match de ce mercredi soir à Wolverhampton. 9 points sur 18. C'est pas extraordinaire, en effet, c'est pas extraordinaire. Mais engagé sur tous les fronts aussi, avec une campagne de Ligue des Champions incroyable. Là, il y a une semaine charnière qui attend forcément les Gunners. Mais je le répète, ils sont mieux armés qu'ils ne l'ont été dans les années précédentes. Je pense que si, et c'est pour ça que ces matchs-là sont importants, c'est des derbies, c'est pas des matchs comme les autres, il y a cette animosité, il y a quelque chose en plus. Dans ces matchs-là, il y a quand même, enfin voilà, il y a rien à faire, même si dans ce cas-ci, comment je veux dire, c'est Arsenal sur papier en tout cas, a plus de structure et d'équilibre pour le moment que Tottenham. Oui. Mais on ne sait pas ce que va donner ce match. Ça Parce que oui. il va y avoir ce côté émotionnel. L'arrivée de Tudor, qui certainement, dans son premier discours, etc., va mettre les gars... Enfin, voilà, donc, moi, je suis assez persuadé que ça peut être un super match à voir. Mais la date butoir pour Arsenal et pour City, puisqu'on les oppose à distance tous les deux, c'est ce fameux match qu'ils joueront... Oui, le 18 avril. à En fin de l'Emirates. saison. Exactement. En fin de saison. C'est vrai. Pour en revenir au dernier match d'Arsenal, après ces 2 matchs-là, donc il y a le match contre Wolverhampton, après donc 2 derbies à Tottenham et puis contre Chelsea à domicile. C'est pour ça aussi qu'on dit que cette période risque d'être vraiment importante dans la lutte pour le titre. Un petit mot d'Arteta à présent. Juste une petite question qui lui a été posée après le partage à Brentford. There was one stage on Sunday where it looked as though you'd be 9 points clear. Now, see the gap, as Ed said, 4 points. Is there a worry at all at the moment? I understand, but that's an if, and if we would have lost in Newcastle, we were 8 points behind Liverpool in October. So if is a lot of ifs for 10 months in this competition. You can only focus in what you have to do and try to do that in the best possible way. Toi, Jean-François, tu trouves qu'il y a plus de positivisme du côté d'Arteta aujourd'hui que précédemment, non? Oui, je trouve que cette année, dans sa communication, sa manière dont je pense qu'il... Bon, après, on verra, mais malgré les résultats et malgré les difficultés, ils sont toujours devant à 4 points d'avance. Et moi, je pense quand même qu'aujourd'hui, il y a des qualités dans ce groupe qui n'étaient pas là dans les années précédentes. Et même dans son chef à lui, vous ne trouvez pas qu'il est plus serein? Si. Il est plus serein et je trouve qu'il a raison sur ces 6. Si on analyse après chaque week-end, on peut tellement encore supposer de scénarios d'ici la fin de saison. C'est vrai.
qu'il a bien raison. Ok, un mot sur Martin Zubimendi à présent, parce que c'est pas mal quand même pour une première saison. 92% de temps de jeu en première ligue, 5 buts. C'est pas Tonali, ça c'est certain. Non, mais Zubimendi, Arteta le connaissait, il connaissait son profil. On parle quand même aussi d'un gars qui était en finale d'une Coupe du Monde. Enfin, voilà, Oui. C'est un magnifique joueur. Je dirais même que c'est un HPI du football, tellement il voit les choses, il les comprend, il les anticipe. Avec Ødegaard et Rice, je pense qu'en termes de milieu de terrain, on fait pas mieux en Angleterre et peut-être même à l'échelle européenne. Il a aussi, Zubimendi, permis à Rice de s'épanouir offensivement. On voit un Rice plus détendu, plus relâché, qui doit moins penser à ses tâches défensives. Et oui, Arteta et Zubimendi viennent du même sérail. Hein. Tu as raison, mais en même temps, je connais pas mal de supporters d'Arsenal qui n'arrivent pas à être séduits par lui. Parce que c'est pas le profil. Parce que c'est un profil un peu flat. Un peu lisse. Voilà. Mais utile. Oui, utile. Je rappelle quand même que contre Manchester United, dans la défaite, c'est lui qui part à la faute. Mais ouais. c'est un excellent joueur. Mais en même temps, beaucoup ne sont pas totalement convaincus. Et ça peut être la différence entre ce qu'il y a dans la tête d'un supporter et ce qu'il y a dans la tête d'un entraîneur. Oui. Et l'entraîneur, aujourd'hui, se dit... Heureusement. Un joueur comme... Oui, bien sûr. Mais qu'un joueur comme lui, qui est un joueur de l'ombre, et là, je rejoins Benoît sur le côté HPI, c'est-à-dire cette compréhension du jeu... Il apporte quelque chose aujourd'hui à ce groupe d'Arsenal. Je n'ai jamais vu Arsenal aussi fort face à des équipes avec un bloc très bas depuis que Zubimendi est là. Il apporte vraiment des solutions. Oui, tout à fait. Voilà pour Arsenal et pour cette affiche, ce derby du nord de Londres qui passionne Londres, mais la planète entière, parce qu'on regardera tous ce match évidemment. Un dernier mot rapide sur la Première Ligue, une autre affiche qui vaudra le coup d'œil, c'est Nottingham-Liverpool avec Vitor Pereira qui sera sur le banc de Nottingham, 4e entraîneur de Nottingham cette saison, on en a déjà parlé, mais regardez simplement cette infographie, le bilan des entraîneurs de Nottingham depuis le début de la saison. Nuno Espirito Santo, bon, il a fait une saison dernière formidable, viré. Postecoglou, il est resté 5 matchs, viré. Sean Dyche, 22 points sur 54, c'est-à-dire 40,7% des points pris, viré aussi. Avec cette moyenne-là, ce pourcentage-là, vous vous sauvez. Oui, mais vous avez oublié de préciser que dans ce club, ils ont un président qui est un personnage extrêmement particulier. Oui. Monsieur Marinakis. Oui, Angelos Marinakis, oui. Mais lui, en fait, il vit à la petite semaine en fonction de ses humeurs, en fait. J'ai un peu l'impression que oui. Ouais, en même temps, il dirige le club de l'Olympiakos, où là, par contre, les entraîneurs se stabilisent depuis 7-8 ans. Il y a eu 3 entraîneurs différents. Pour le moment, il n'y en a qu'après Nottingham. C'est son nouveau bébé. C'est son nouveau bébé. Ça fait quand même plusieurs années qu'il est là. Il est parvenu à faire remonter aussi Nottingham. La saison dernière, c'était top. L'Europe et tout, mais parfois... Et puis pensons à Sean Dyche. 1,4 points en moyenne sur sa période à Nottingham. Jamais Sean Dyche n'avait eu un aussi bon bilan, bon, entre guillemets. Je suis d'accord, mais le moment où ça part en sucette là, dans ce club, c'est au moment où il descend sur la pelouse. Oui, en fin de saison dernière. C'est vrai que tout le monde a vu sa vraie face. Hein. C'est à ce moment-là que ça commence à... C'est dommage, parce qu'ils étaient vraiment... ce qu'ils ont fait la saison dernière est exceptionnel. Faut regarder aussi le passif judiciaire de Marinakis en Grèce, c'est fameux. Hein. On en reparlera une autre fois. Victor Pereira, qui prend donc les rênes là-bas en tant qu'entraîneur, il a pris celui qui était disponible aussi, là, non ? Oui, mais non, mais c'est pour ça que c'est totalement incompréhensible. En fait, il a un entraîneur qui est qui est en passe. Vous l'avez montré, les chiffres, qui est en passe peut-être de les sauver, de stabilise l'équipe. Et il va chercher un entraîneur. Excusez-moi, j'ai regardé un peu son parcours, son CV, je ne sais pas sur quel... Il a une carrière longue comme le bras, il a 57 ans, c'est son 16e changement de club. Je dirais c'est un peu le George Lekens portugais, ou le Roy Hodgson. Ouais. Mais pourquoi lui À quel moment dans son parcours on se dit tiens, ce gars-là, il a vraiment un truc en plus je ne sais pas. Il a sauvé les Wolves la saison dernière. Ouais. Ah bon. Info par rapport à ce match-là, aucune victoire de Liverpool sur les 3 derniers matchs face à Nottingham. Donc ce sera intéressant. Et on rappelle qu'au match aller, 0-3 pour Nottingham, là-bas, à Anfield. Donc ce sera intéressant.
Aussi, le programme de Play Sport pour la Première Ligue, puisqu'on quitte ce chapitre-là. Aston Villa face à Leeds, c'est le premier match le samedi. West Ham face à Bournemouth. Aussi, en fin d'après-midi, City, Newcastle, on en a parlé. Et puis, un beau programme aussi, évidemment, le dimanche, avec ce match entre Forest et Liverpool. Sunderland face à Fulham et le derby du nord de Londres, évidemment. On passe maintenant à notre chapitre allemand. Alors, le temps de jeu des Belges en Allemagne, on va voir cette infographie habituelle, je dirais, c'est toujours le désert au niveau des buts et des assists. 4 Belges seulement ont participé aux rencontres. Van der Voort, qui joue parce que son concurrent se blesse. Ouais. Bakayoko aussi a joué. Oui, enfin, combien 4 minutes Non, une dizaine de minutes. Mais on va reparler de ces deux-là dans un petit instant. Hein. De jeu, ouais. Ces deux-là qui sont à Leipzig, on va en reparler. Castromontes, Sambi Lokanga et Batshuayi sont blessés. Mais surtout, il y a une nouvelle quand même en Allemagne, côté belge, et elle est un peu inquiétante quand même. C'est Arthur Théâtre qui s'est blessé au genou à l'entraînement. La semaine dernière, on a parlé des Diables qui étaient blessés. Il s'ajoute à la liste. On a craint le pire à un moment donné. Blessure au genou, ce ne serait entre guillemets qu'un ménisque. Ça fait quand même quelques semaines d'absence. Oui, ce ménisque, c'est quoi? C'est 2 mois et demi? Un peu, enfin, ça dépend, mais ça peut aller plus vite, le ménisque. C'est mieux que ça arrive maintenant qu'au mois d'avril. Je parle dans une perspective de Coupe du Monde. C'est mieux que ces blessures-là arrivent encore maintenant et pas dans 3-4 semaines, et c'est un peu le même problème pour les autres Diables rouges potentiels. Ce sont des blessures qui vont se soigner très vite, et je pense que la plupart des blessés actuels du noyau des Diables sont sur le point de revenir sur les terrains. Espérons que ce soit le cas et qu'il n'y en ait pas d'autres qui s'ajoutent aussi. On suivra donc l'évolution de Théâtre et de tous les autres Diables dans les prochaines semaines. L'affiche du week-end en Allemagne, elle va opposer Leipzig à Dortmund. Dortmund confortable 2e et Leipzig qui n'est plus que 5e. Et la question qu'on se pose à propos de Leipzig, est-ce qu'on n'a pas un peu surestimé cette équipe de Leipzig en début de saison? Parce que la saison dernière, ils étaient 7e, c'est pas exceptionnel. Ils ont des moyens et là, ils sont en train de chuter. Non, ils ont des bons joueurs. Franchement, ils ont des bons joueurs. Je regardais encore rien que devant. Enfin, quand on voit que Bakayoko a très peu de temps de jeu dans cette équipe, on peut se dire quand même que Nusa, Diomande, là sur les côtés, c'est deux solides joueurs. Mais 11 points sur 27. 11 points sur 27, c'est sûr que ces dernières semaines, il y a un trou d'air, un fameux trou d'air. 4 défaites en 9 matchs, dont 3 à domicile. Et cette équipe a chuté donc de la 2e à la 5e place. Il faut rappeler aussi... Depuis le 6-0 contre Francfort. Ils font 6-0 à peu près, Francfort, et puis depuis là... Et puis n'oublions pas, ils sont 5e, mais 6e c'est Leverkusen, mais qui a un match de moins. Donc oui. Leipzig ne terminera pas la saison en dehors du top 6. Et en ça, c'est déjà remarquable, parce que c'est quand même une équipe depuis qu'elle est en Bundesliga en 2015-2016. Elle n'a jamais fini en dehors du top 7. Ça, c'est déjà quand même bien joué sur 10 ans. Mais je me demande, que fait Jürgen Klopp en ce moment? Jürgen Klopp, il n'est pas directeur sportif du mondial, de Red Bull, hein? Directeur mondial oui, mais après, on verra quand ça ira bien. Peut-être qu'on le verra plus. Ouais, c'est voilà. Mais ceci dit... Pour l'instant, il fait des publicités pour les voyages. Les voyages, là. Oui. Ouais, parce et je tiens... Oui, il ne faut pas oublier aussi que Leipzig se fait éliminer en coupe aussi par le Bayern de Munich. Donc voilà, mais en même temps, il n'y a pas péril en la demeure non plus. Le projet du club, ça reste quand même de dénicher du talent et de le faire éclore et de revendre. C'est vrai. Avec plus-value. Benoît Tins nous en avait parlé il n'y a pas longtemps. Un mot sur Bakayoko, justement. On parlait de talent qui, je vais dire, fait quand même une saison assez moyenne. Il ne joue pas énormément. Ses stats ne décollent pas véritablement. Il y a une Coupe du Monde aussi à aller chercher, Jean-François. C'est chaud pour lui. Et il y a de la concurrence chez nous. Chaud, chez vraiment. Moi, je ne le vois pas aller à la Coupe du Monde parce que cet enjeu-là n'est pas suffisant. Il est tombé sur Diamandé cette saison, qui est un phénomène. Ouais. Et donc, c'est toute sa difficulté cette saison-ci. Et Nusa est un joueur qui est aussi un joueur un peu particulier, on va dire, en termes de talent. Et donc, oui, c'est pas une saison. Après, je pense que son avenir
se situe comme à Leipzig et que les autres seront vendus et que lui sera là, ce sera ensuite. Ouais. Mais Ça tombe mal pour cette l'échéance, c'est la Coupe du Monde et ça tombe mal que cette saison-là, il s'impose pas. Quoi. Oui, il a eu des problèmes musculaires, hein. Il a manqué quelques matchs à cause de ça aussi cette saison, ça joue. Un autre Belge qui est à Leipzig, c'est Van de Voort, évidemment, le deuxième gardien de Leipzig. Il est monté donc à une demi-heure de la fin contre Wolfsburg pour remplacer Gulacsi qui s'est blessé. C'était les premières minutes. Une demi-heure de la fin? Non, après 29 minutes. Après, j'ai dit après. Non, après une demi-heure. Ouais, parce qu'il prend les deux buts. Tout à fait. Hein. Il prend les deux buts. Oui, il joue une heure, il monte aux alentours de la demi-heure. Tu as raison, Jean-François. Ce sont ses premières minutes en Bundesliga. Jusqu'à présent, il n'avait joué que la Coupe. Il jouait la Coupe, en fait. La Coupe d'Allemagne. Il était d'ailleurs dans le but lors de l'élimination face au Bayern. Mais il a 24 ans. Il aura bientôt 24 ans. Et il joue quand même très peu. Est-ce qu'il n'est pas temps de partir pour jouer un peu plus? Non, c'est maintenant ou jamais, même pour s'imposer, puisque Gulacsi s'est annoncé, a été touché au ligament du genou et va être absent plusieurs semaines. Il ne va pas revenir avant fin mars. À 35 ans, parce que Gulacsi a 35 ans, revenir d'une telle blessure, ça ne se fait pas non plus comme ça sur un claquement de doigts. Donc c'est sa chance maintenant qu'il la saisisse. On a toujours dit que c'était un des meilleurs gardiens belges en devenir. Ben maintenant, voilà, il a l'occasion de saisir sa chance, qu'il la prenne. Parce que c'est sa deuxième saison et finalement, je crois qu'il a joué au total 16 matchs. Donc, Oui, et puis il voit que son successeur, Mike Penders, est déjà beaucoup plus loin à 20 ans. Il a fait plus de chemin que lui. Donc là, c'est maintenant qu'il faut s'imposer. Hein. Exactement. Exact. Et puis il y a un autre Belge aussi mais lui, il est parti de Leipzig, Ben. Il a connu évidemment, je pense, la meilleure période de sa carrière pour l'instant à Leipzig. C'est Loïs Openda qui est désormais à la Juve. On n'a pas oublié du côté de Leipzig. Non, effectivement, le club de Leipzig a voulu lui souhaiter. C'est récurrent chez les clubs, c'est de souhaiter un joyeux anniversaire aux anciens joueurs. Pour le coup, c'est quand même un joueur qui a marqué l'histoire du club. 41 buts. C'est sa meilleure période. Sous le maillot de Leipzig. Et il y a une vraie page qui s'est tournée. Hein. Il y a un après Openda, Česko, Poulsen, qui sont tous partis de Leipzig et qui ont fait des beaux jours de ce club qui végétait dans le top 4. C'est pour ça peut-être que Leipzig a un peu plus de... de difficultés. Il y a un peu de nostalgie, on sent, à mon avis, chez le community manager. Après, le football allemand, à mon avis, lui convenait mieux que le football italien aujourd'hui. Donc, il va falloir aussi qu'il peut-être se remette en question à la fin de l'année sur ses choix et sur ses possibilités pour l'année prochaine, en espérant lui aussi que la Coupe du Monde... Ouais, parce qu'en équipe nationale, il a des difficultés aussi à marquer. Cette saison, avec la Juve, il a marqué un but en Serie A et un but en Ligue des Champions. Mais on parle de l'Italie, alors que nous sommes en principe en Bundesliga. Non, on ne parle pas d'Italie, on parle d'un Belge, Philippe. On parle d'un gars qui, normalement, devrait jouer si Lukaku ne joue pas. Hein. C'était le projet de départ. Un joueur qui est en Italie, mais qui est belge et qui a joué en Bundesliga. Voilà le lien. Voilà le lien. Voilà. Allez, un mot sur Dortmund quand même aussi, parce que là c'est intéressant. Dortmund qui a battu l'Atalanta ce mardi en Ligue des Champions 2-0. Deuxième à 6 points du Bayern. Et regardez le parcours du Borussia. Moi je me disais c'est un parcours de champion ça, dans un championnat normal. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça. Il sera considéré comme tel, le champion d'Allemagne, parce que le Bayern est d'office champion. Mais je me faisais la même réflexion. C'est une défaite comme le Bayern, là où ils perdent les quelques points, et c'est sur le nombre de partages. Là où le Bayern en a, je pense, 2, ils en ont 6, enfin de mémoire, je dis ça, mais voilà. Mais donc... Ça fait un an que Niko Kovac a repris cette équipe. Ouais. Et dans quel état? Elle était 11e, cette équipe de Dortmund, au mois de février l'année dernière. Il a retrouvé cet équilibre. Il est passé à une défense à 3, là où on jouait à 4 sous Nuri Sahin et Terzic. Il a fait beaucoup de bien. Et il y a un homme clé, évidemment, dans cette équipe. Hein. C'est aussi un phénomène. On a parlé de Diomande, mais les statistiques de Serhou Guirassy, c'est sa deuxième saison à Dortmund. Elles sont impressionnantes, ces stats. Hein. Et il a encore marqué un but et donné un assist hier. Hein. Vous avez vu son but hier en Ligue des Champions? Ah oui. C'est détente, parce que déjà, il est grand. Il est très grand. Il est grand. Mais alors, en plus, c'est un grand qui sait sauter. Et donc, à un moment donné, ça vous amène quasiment 1 mètre au-dessus des autres. Il est impressionnant. Vous savez qu'à un moment donné, le Real a tourné autour de lui, quand même. Il a explosé assez tard, ce gars-là. Ouais, il a 29 ans. Il était à Rennes, Stuttgart.
Et il a marqué beaucoup de buts en Ligue 1, on l'oublie aussi. Il a marqué beaucoup de buts avec Stuttgart. S'il n'y avait pas eu Kane, il aurait été le soulier d'or d'Allemagne il y a 2 ans, avec ses 28 buts sur une seule campagne. Et puis, c'est le 2e meilleur buteur de tous les temps de Dortmund en Ligue des Champions déjà. Ah bon? C'est incroyable. Il est derrière Reus. Lewandowski. Il est devant Lewandowski. Il est devant des Andreas Müller. En Ligue des Champions, Andreas Müller, les Hammer, tout ça. Oui, mais il n'a pas joué beaucoup de matchs en Ligue des Champions. Il est là, c'est sa 2e. Oui, on joue plus de matchs. On joue plus de matchs, mais il marque quasiment à chaque sortie en Ligue des Champions. Ah, ça, c'est quand même assez. Parce que du côté de Dortmund, ils ont quand même historiquement eu. Il est devant Kohler et tout. Il y a un Kohler. Ouais. C'est une équipe solide. Je pense qu'ils n'auront évidemment pas les moyens d'aller chercher le Bayern de Munich, ça, voilà, mais ils sont solides. Ils sont très attention, voilà. Dortmund reçoit le Bayern, pas ce week-end-ci, mais le week-end prochain. Bon. Et donc on en parlera ici. On en parlera ici, évidemment, la semaine prochaine, mais c'est vrai qu'en principe, le Bayern devrait quand même garder la main jusqu'au bout. On verra. Et puisqu'on parle du Bayern, le Bayern accueille ce week-end l'équipe de Francfort qui a complètement décroché au niveau du classement. Les Belges sont blessés, donc on l'a dit, Théâtre, Batshuayi. Juste pour vous rappeler quand même l'incroyable Harry Kane qui a atteint la barre des 500 buts dans sa carrière. C'était le week-end dernier lors de la victoire du Bayern au Werder. Lui, c'est aussi un phénomène, mais lui, il est hors catégorie, Harry Kane. Son parcours est hallucinant, et ce qu'il fait maintenant au Bayern, c'est encore plus extraordinaire que ce qu'il faisait à Tottenham, non? Il est encore plus complet, j'ai l'impression. Et il y a plein d'entraîneurs qui le disent sur la planète foot, que Harry Kane, c'est le premier joueur qui recruterait s'il le pouvait. Et puis, moi, j'ai quand même juste rappelé un truc. Son premier but en Première Ligue, il a quasiment 22 ans quand il le marque. C'est sur le tard. On parle de Guirassy qui arrive sur le tard. Kane, c'est aussi un peu son cas. Après, au début, à Tottenham, il a été prêté à gauche, à droite. Ouais. Non, mais c'est phénoménal ce qu'il fait. Et alors, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que si vous le regardez en fait jouer, c'est que en fait, il sait tout faire. Il sait venir participer au jeu. Il peut, voilà. Il travaille. Et alors, regardez sa finition. Quand c'est quelqu'un, il utilise quasiment toujours l'intérieur du pied, là où d'autres vont vouloir frapper en force. Il est d'une subtilité et c'est incroyable parce que, comme je savais qu'on en parlait dans l'émission, je suis retourné sur son parcours un petit peu. Et quand vous regardez, mais c'est partout, tout le temps. Il a mis des buts partout, tout le temps. Donc à un moment donné, c'est un phénomène. Tout jeune, il était à Arsenal. Ouais, grand fan. Tout jeune. Grand fan des Gunners, à la base. Plus tard, Arsène Wenger a dit ça. Mais bon, il était vraiment très jeune. Petit stat sur lui, il a tiré une 120aine de pénaltys dans sa carrière. Il a 89% de taux de conversion. Oui, ici récemment, il les a alignés. Et puis alors, ce qui est extraordinaire avec lui, c'est quand on le voit, on n'a pas l'impression d'un tueur. Si vous voyez Haaland, c'était un monstre. Lewandowski, c'était un monstre. Lukaku, et même parfois, quand on le voit courir, parfois, on a l'impression qu'il est parfois un peu lourd, pas du tout. C'est extraordinaire. C'est un joueur vraiment atypique et phénoménal dans son style. Mais un phénomène qui nous démontre que le football, ça se joue d'abord là. Ouais. Parce que pour moi, en fait, sa qualité principale, c'est sa capacité d'analyse des situations, des espaces. Et dans la finition, c'est là qu'il est bon. C'est le bon geste au bon moment. Il fait des choses justes. Exceptionnel. Et à tout majeur, évidemment, ils en ont tellement du côté du Bayern cette saison. Le programme de la Bundesliga sur PlaySport, puisqu'on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Mayence face à Hambourg, match d'ouverture de la journée allemande vendredi. Bayern Francfort, c'est intéressant, on l'a dit. Et puis Leipzig Dortmund, c'est sans doute l'affiche la plus intéressante de ce week-end. N'oubliez pas que ce jeudi, il y a des matchs d'Europa League et de Conference League. Jean-François, tu seras sur Nottingham, qui va à Fenerbahçe. Voilà, moi je serai sur Celtic Stuttgart. Serge Radermacher sera sur Zrinski Crystal Palace et Philippe Daman sur Jagiellona Fiorentina. Ce sont des matchs d'Europa League et de
Conference League. Et Benoît sur les highlights. Moi, je vais tout Benoît. couvrir, moi. Exactement. Lui, il couvre tout. Lui, il a un regard, surtout, ça se passe toujours aux alentours de 23 heures. Hein, voilà, pour avoir un résumé complet de ce qui s'est passé lors de ces 2 compétitions. Je vous rappelle que cette émission est relayée tous les jeudis matins sur Sudinfo, si vous voulez la revoir ou la voir si vous l'avez loupé, sur YouTube aussi un petit peu plus tard. N'oubliez pas les réseaux sociaux aussi, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux habituels X, Instagram ou Facebook. C'était chouette de vous avoir tous les deux. Merci Ben. Ouais, à bientôt. Merci Jean-François. Merci Philippe. Et merci à vous tous, évidemment. Merci à l'équipe technique aussi pour la réalisation de cette émission. À mercredi prochain pour un nouveau PLB Club. Bye bye.